Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis très heureuse de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui encore, on va parler de pionnières dans le foot féminin. Il y a quelque temps, je vous ai parlé des Rémoises, notamment dans les années 60 en France. Et bien cette fois-ci, on va de l'autre côté de la Manche, là où la flamme pour le football féminin a pris bien plus rapidement et a surtout explosé grâce à une seule équipe, les Dick Cares Ladies. Si vous avez vu ma précédente vidéo, ce nom vous dit sans doute quelque chose. Si ce n'est pas le cas, ne partez pas, restez là et laissez-moi vous raconter leur histoire. Cette fois encore, notre histoire commence en pleine Première Guerre mondiale, et plus précisément en 1917. Les hommes sont fusils à l'épaule sur le champ de bataille, et les femmes, elles, sont à l'usine. La vie est très dure, et côté divertissement, il est impossible d'assister dorénavant à un match de foot masculin, puisque tous les championnats sont à l'arrêt. Mais la pratique du foot n'a pas complètement disparu. Dans l'usine à train de William Bruce Dick et de John Kerr, localisée à Preston au nord-ouest de l'Angleterre, les jeunes apprentis décompressent sur leur temps de pause en jouant au foot. Et laissez-moi vous dire que les petits gars, ils étaient pas très doués. Évidemment, ils vont se faire charrier, notamment par Grace Sibert, qui va les titiller un peu leur ego en leur disant que elle et d'autres femmes de l'usine peuvent les battre à plat de couture. On sait tous ce qui s'est passé par la suite, un match dans les règles de l'art entre les deux. On ne connaît malheureusement pas le résultat de la rencontre, mais je pense que ça s'est plutôt bien passé pour nos munitionnettes, puisque l'équipe des Dick Cares Ladies voit le jour en octobre 1917. C'est ainsi que débute la grande aventure, pleine de rebondissements, vous allez voir. Décembre 1917 et les fêtes de fin d'année approchent et la matrone ou l'infirmière en chef, si vous préférez, de l'hôpital Moon Park a une idée. Elle propose l'organisation d'un concert de charité au profit des blessés de guerre, qui est une très très bonne idée, et nos Dickers Ladies, elles sont évidemment très enjouées, mais elles seraient un peu plus contentes si à la place du concert, elles pouvaient jouer au foot. La proposition est acceptée et le jour de Noël, le 25 décembre 1917, les Dickers Ladies jouent leur premier match face à l'équipe de l'usine d'en face, la Arundel Coulthard Factory. Puisque, oui, petite précision, à cette époque-là, quasi toutes les usines avaient une équipe féminine de foot. Et ces équipes féminines jouaient les unes contre les autres, ou alors contre d'autres équipes formées dans leur usine à elles. Bref, le match est organisé à Deepdale, sur le terrain du Preston North End, loué 20 livres par Alfred Frankland, qui serait l'équivalent de 5000 livres aujourd'hui. Et c'est une double victoire puisque 10 000 personnes vont se déplacer pour voir le match et surtout voir les Dickers Ladies s'imposer dans leur premier match 4-0. La rencontre permet de lever 600 livres ou l'équivalent de 57 000 livres aujourd'hui. À partir de ce fameux match, l'histoire se met en marche et le succès des Dickers Ladies va grandir de jour en jour. Et quand je dis de jour en jour, elles vont faire le tour du pays pour y défier toutes les équipes anglaises féminines de l'époque, telles de véritables stars, mais surtout, toujours en récoltant de l'argent. Car oui, le but c'est toujours de venir en aide aux plus démunis. Elles vont faire ça pendant plusieurs années et notamment en 1920, elles vont rencontrer l'équipe de France. Je sais que j'en ai déjà parlé dans ma dernière vidéo, mais c'est toujours bon de le rappeler. Donc en avril 1920, c'est l'équipe de France qui arrive en Angleterre pour y défier les Anglaises. Le premier match entre les deux équipes se solde par une victoire anglaise, 2-0 devant 25 000 personnes. Pendant 3 années, l'équipe de France va revenir tous les ans en Angleterre pour y défier les meilleures équipes anglaises, et notamment les Dickers Ladies, mais sans jamais parvenir à s'imposer. Ce qui sera également le cas pour les 5 matchs joués à domicile pour les Françaises, à l'exception d'une égalité, mais parce qu'il y a eu abandon à la 66e minute, parce qu'il y a eu un envahissement de terrain. Donc on peut déjà dire que les Anglaises, elles volent très très haut. Cependant, le match le plus mémorable pour les Dickers Ladies, c'est sûrement celui-ci. Nous sommes en 1920, le 26 décembre, jour du Boxing Day, date très très importante pour les anglo-saxons. Et nous sommes au Goodison Park à Liverpool. Le stade est plein à craquer pour cette affiche qui s'annonce incroyable entre les deux grandes équipes rivales.
53 000 personnes attendent le début du match entre les joueuses de Sainte-Hélène et les stars de l'Angleterre, les Dick Ladies. Et pour vous dire à quel point ce match il est important, en plus des 53 000 personnes dans le stade, il y en a 10 000 qui sont de l'autre côté des grilles parce qu'ils n'ont pas eu de place. Il y a tellement de monde pour voir cette rencontre que les joueuses doivent être escortées par la police jusqu'au terrain. Pour vous dire à quel point c'était la folie. Et on est en 1920. Avant le coup d'envoi, le public aura même droit à une performance et pas des moindres, puisqu'ils auront Ella Redford, actrice et chanteuse, qui viendra faire une petite performance. La classe pour l'époque. Évidemment, les gens n'auront pas fini d'en avoir pour leur argent, non, puisque ils vont assister à une démonstration, mais une démonstration de la part des joueuses de Preston, 4-0. Malheureusement, la joie va être de très courte durée puisque l'année d'après, le 5 décembre 1921, la FA, la fédération anglaise, bannit les femmes de ces stades. Cependant, on commence à les connaître, nos Dickers Ladies, et évidemment, elles vont pas se laisser faire. Contrairement à bon nombre d'autres équipes, les joueuses de Preston, elles vont continuer à jouer au foot. Et en 1922, elles vont même aller en Amérique du Nord pour y affronter des hommes. Et seulement des hommes, puisque à l'époque, il n'y avait pas d'équipe féminine en Amérique. Et les résultats seront quand même assez équilibrés, puisqu'on aura 3 victoires, 3 nuls et 3 défaites, qui est plutôt pas mal, finalement. En parallèle, le 21 décembre 1921, on a 30 équipes qui vont se réunir à Liverpool dans un acte de rébellion afin de créer la English Ladies Football Association, afin de populariser le foot auprès des jeunes filles et des jeunes femmes. Et évidemment, mesdames et messieurs, toujours lever des fonds. Étonnamment, les Dickers Ladies, elles vont pas y participer. Pourquoi ? Alors c'est à prendre avec des pincettes, mais notre cher Alfred Frankland, il a une équipe qui gagne, les Dickers Ladies, sur qui il a le monopole, qu'il peut contrôler, il peut faire ce qu'il veut avec. Et évidemment, cette association, ça voudrait dire perdre le contrôle sur son équipe, et notamment sur les opérations de charité organisées avec son équipe. Donc l'association se fera sans lui et sans elle du coup. Qui peut se comprendre puisque le Franck, il gère quand même l'une et même la meilleure équipe du monde pour l'époque. Et quand je dis la meilleure équipe du monde, je veux même dire les championnes du monde. Puisque oui, dans les années 20 et 30, les Dickers Ladies, elles aimaient bien s'autoproclamer championnes du monde. Voilà. Et en vrai, on voit les résultats et on se dit, évidemment, bien sûr, qui peut leur faire concurrence en fait? Eh bien, détrompez-vous puisqu'il y a une équipe à Edinburgh Ladies, qui vont avoir assez de cran pour défier nos championnes du monde dans un match, remettre le titre en jeu quoi. Évidemment, les filles de Preston, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont accepter. Et évidemment, ça va tourner au cauchemar pour les Écossaises. Elles se mangent 5 buts à 1 dans les dents, qui fait un peu mal. Mais au moins, les Dickers Ladies, elles prouvent personne ne peut les toucher. Personne. Elles sont championnes du monde. Championnes du monde. Qui nous fait arriver en 1926, grosse année de changement. L'entreprise Dicker Co arrête de sponsoriser son équipe féminine. Les Dicker Ladies ne peuvent donc plus exister sous ce nom, ce qui va les forcer à se renommer les Preston Ladies afin de continuer leur chemin, puisque évidemment elles ne vont pas s'arrêter de jouer au foot. Mais très vite arrive la Seconde Guerre mondiale et l'équipe doit mettre en pause ses activités pendant 5 ans. Sauf que 5 ans plus tard, en 1946, même si les matchs reprennent, l'engouement autour du foot féminin et des Preston Ladies, lui, est vachement redescendu. Puisque, je le rappelle, le ban de la fédération anglaise est toujours actif, qui sabote le foot féminin à la racine. Et évidemment, les championnats masculins, eux, reprennent. Les équipes féminines, elles, jouent sur de petits terrains ou des terrains de rugby, donc pas du tout adaptés pour jouer au foot. Évidemment, ce sont des espaces où il n'y a pas forcément la place d'accueillir le public qui venait avant voir les matchs. La popularité du foot féminin descend en flèche et évidemment, de moins en moins de femmes vont jouer au foot. Et une chose en amenant une autre, les Preston Ladies vont disparaître complètement en 1965.
Même si l'histoire des Dick Cares Ladies s'arrête ici, on va continuer un peu sur notre lancée, puisque ce serait dommage de s'arrêter ici. Évidemment, ce qui est intéressant, c'est ce qui s'est passé après. Quelle a été la suite? Comment se sont débloquées les choses? Eh bien, en 1970, après s'être pris un coup de pression de la part de la FIFA, et suite au début de l'émancipation des femmes dans les années 60, ils vont notamment obtenir la légalisation de la contraception, l'avortement sous certaines conditions, le droit de propriété pour les femmes mariées, et j'en passe. Pour bien rappeler que c'était il n'y a pas si longtemps que ça, la fédération anglaise va retirer le ban instauré 50 ans plus tôt. En 1969 sera fondée la Women's Football Association, qui organisera sa première compétition en 1971. La Women's FA Cup qui sera reconnue le 29 février 1971 regroupant 71 équipes. Mais évidemment, tous ces changements ne sont pas positifs puisque la légalisation du football féminin par la FA a aussi pour but de contrôler la participation de l'Angleterre à la Coupe du Monde non officielle de 1970, la Martini et Rossi Cup, sur laquelle ils n'ont évidemment pas la main puisque c'est une Coupe du Monde pirate, je le rappelle. Évidemment, ça n'empêchera pas l'équipe d'Angleterre de l'époque de participer à la compétition et même de finir quatrième, mais on peut dire que côté fédération, ça reste vachement sur ses gardes. La WFA va continuer de son côté à faire grandir le football féminin pendant près de 30 ans. Elle va notamment lancer en 1991 la première compétition anglaise nationale à 24 équipes, puis en 93, la FA va prendre le contrôle de la WFA, suite à un gros manque de moyens de cette dernière qui ne peut plus financièrement assumer le développement du foot féminin anglais. La FA récupère donc le contrôle des championnats et des équipes et va continuer de faire grandir le foot féminin. Et à partir de là, le football féminin en Angleterre va continuer son expansion et en arriver là où nous en sommes aujourd'hui. Alors oui, je sais, de base, on parlait des pionnières du foot féminin anglais, alors ce serait quand même injuste d'ignorer les femmes qui ont fait vivre cette équipe à l'époque. Comme dans toutes les équipes, on a plusieurs noms qui vont s'imposer au fur et à mesure des années. On va commencer par Lily Parr. Elle est arrivée dans l'équipe à 14 ans et du haut de ses 1m83, elle a été l'une des capitaines des Dick Cares Ladies. Et petite anecdote sur Lily Parr, puisque un jour, elle a cassé le bras d'un gardien. En jouant au foot, je précise. Il avait un peu trop la conf, il a voulu la ridiculiser. Elle a tapé son meilleur tir. Et bah, plus de bras, hein. Dommage. Par ailleurs, ce sera la première femme à être intronisée au Hall of Fame du National Football Museum en 2002. Au cours de sa carrière, elle aura mis plus de 900 buts, dont 108 lors de la première saison, juste derrière Florrie Redford qui, elle, en a marqué 170. Florrie Redford, d'ailleurs, qui était étudiante pour devenir infirmière en psychiatrie. On est quand même sur des statistiques. Par ailleurs, vous avez peut-être déjà vu cette photo où on voit deux joueuses qui s'embrassent avant le début d'un match. Eh bien, sachez qu'à droite, il s'agit donc de Florrie Redford, voilà, qui embrasse sur la joue Carmen Pomise, qui était la capitaine de l'équipe de France en 1925, pour la petite anecdote. Dans cette équipe, on avait aussi Alice Woods, qui avant de rejoindre les Dick Cares Ladies, était sprinteuse et qui a été la première femme à gagner une course organisée par la AAA. Évidemment, en étant sprinteuse, elle était extrêmement rapide, elle pouvait faire le 100 mètres en 12 secondes. Évidemment, j'en passe, mais l'équipe regorgeait vraiment de talent. Si vous avez un peu le temps de fouiller, faites-le. Alors évidemment, je le rappelle, tout n'était pas tout rose pour les femmes à cette époque, puisque je le rappelle, elles ont commencé entre les années 1910 et les années 1920, et la place de la femme n'était pas celle qu'elle est aujourd'hui. Certaines ont été jugées ou mises de côté par leur famille, par leurs proches, parce qu'elles jouaient au foot. Évidemment, tous les matchs auxquels elles participaient ne leur permettaient pas de vivre pleinement de ça, elles avaient toujours leur travail à l'usine à côté. Et ce, même à la fin de la guerre. Pour faire un peu le bilan de cette équipe, sur plus de 800 matchs, elles sont quand même restées invaincues pendant plus de 200 rencontres. Elles jouaient devant des foules de plus de 50 000 personnes. Et quand on compare à aujourd'hui, plus de 100 ans plus tard, on peut constater quand même que l'évolution est exponentielle. Pour un match amical sans enjeu Angleterre-Chine, le match s'est joué à Wembley et il a accueilli plus de 75 000 personnes, ce qui est énorme. Donc je pense que nous sommes dans le droit de nous poser cette question. Où en serait le football féminin en Angleterre s'il n'y avait pas eu ce ban dans les années 20?
Malheureusement, on n'aura jamais la réponse, mais si vous voulez approfondir le sujet, il y a un livre qui est sorti, In a League of Their Own, de Dick Care Ladies, de Gail G. Newsham. Et sinon, vous avez comme d'habitude toutes mes sources en description, n'hésitez pas à aller feuilleter tout ça. Et maintenant que vous êtes incollable sur l'histoire des Dick Care Ladies, et si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez aller voir ou revoir finalement ma vidéo sur l'histoire des Bleus. Vous allez voir, c'est passionnant. J'espère que vous avez appris plein de choses. Et je vous annonce bien évidemment sans surprise que la prochaine vidéo ce sera sur Alice Mia. Et voilà, c'est tout pour moi. Je vous dis à la prochaine. Et en attendant, regardez du football féminin bien évidemment. Merci à tous d'être restés jusqu'à la fin. Et à bientôt.